Monsieur le préfet, cher Pierre Poissel, messieurs les parlementaires, monsieur le président de cette Aglopole Méditerranée, monsieur le conseiller régional, monsieur le représentant de la coordination nationale et monsieur deux coprésidents, voilà, des conseils de développement. Bien sûr, je voudrais saluer l'ensemble des présidents et des membres des conseils de développement et saluer bien sûr tous les élus qui sont dans la salle. Alors, je suis très heureuse, Monsieur le Président, d'être aujourd'hui à vos côtés. Je retrouve mon ancien collègue sénateur, François Commen, dans cette belle région et cette belle communauté qu'il préside. Deuxième communauté de l'Hérault, et j'ai pu traverser en arrivant avec le préfet le port et découvrir à nouveau cette belle ville de Sète. Je suis très heureuse d'être parmi vous pour cette 12e rencontre donc nationale des conseils de développement, et c'est bien sûr, je dirais, un moment particulier que nous vivons aujourd'hui pour des tas de raisons. Mais moment qui ne doit pas nous soustraire, je dirais, de la démarche générale, bien sûr, de notre vie locale, car au fond, ce que vous exprimez, et j'étais très intéressée par la partie de la table ronde que j'ai entendue, c'est bien sûr les territoires qui parlent au travers des conseils de développement. Et on sait combien aujourd'hui, et vous avez exprimé ce mot de Jacobin et de Girondin à l'instant, ce mot de territoire est de plus en plus utilisé dans les relations politiques, publiques, entre le gouvernement et les différents niveaux de collectivités territoriales. Et a priori, bien sûr, les plus proches du terrain, à savoir les communes et les intercommunalités. Effectivement, nous étions ensemble, monsieur le coordinateur, si je puis dire, à la DCF à Deauville la semaine dernière, et il est très intéressant que le thème de Deauville et des intercommunalités, de la DCF très exactement, c'était comment remettre du lien entre les communes et leurs intercommunalités. Comment agir ensemble, c'était leur mot. Et bien sûr, votre place, les conseils de développement, est un rôle majeur, bien sûr, pour refaire, pour actionner à nouveau je vais le dire le plus précisément possible, une certaine difficulté que nous voyons dans les intercommunalités actuellement, dans les relations entre les communes et leurs intercommunalités. Ça n'est pas vrai partout, ça n'est pas, une réalité partout, mais parfois c'est quelque chose qui est vécu de façon un peu sensible. Alors bien sûr, la table ronde a montré aussi combien les conseils de développement participent au renouvellement des pratiques démocratiques au cœur des territoires. Et on a vu aussi la pluralité des conseils de développement présents. On a vu qu'il y avait au fond parfois des statuts différents, qu'il y avait aussi parfois des absences de conseils de développement. Il y avait des fois des organisations comme celle du Pays Basque que je connais bien, qui est très intégrée, si je puis dire. Et donc, il y a une grande variété de vos situations sur le territoire, mais au fond, cette grande variété sur les situations sur les territoires, elle correspond aussi à la variété des territoires et aux variétés de culture des territoires. On sait combien, dans certains territoires, la démarche participative, qui est la vôtre, est beaucoup plus habituelle, développée, que dans d'autres régions. J'étais aussi la semaine dernière en Bretagne, au carrefour à Brest des communes, le préfet qui a
été en poste aussi en Bretagne connaît bien cet événement. C'est très intéressant de voir comment, en Bretagne, depuis toujours, les formes participatives sont développées. Et il y a une action très grande aussi de discussion entre tous les niveaux de collectivité territoriale. J'ai appris par exemple que le président de la région Bretagne voulait créer le B64, ça va beaucoup plus loin que le B5, B6, B12 que nous avons connu en Bretagne, B voulant dire Bretagne, c'est-à-dire le B64, c'est au fond une instance qui réunira tous les représentants de toutes les collectivités territoriales de Bretagne. On sent bien qu'il y a aussi de la démocratie participative chez ceux qui sont de la démocratie représentative, si je puis dire. Et ça, c'est très intéressant, et ça montre aussi qu'il ne faut pas opposer les deux. Mais ce n'est pas ce que vous faites, mais il y a parfois, vous l'avez exprimé, une crainte des élus qui sont élus, donc qui sont les représentants élus, et qui craignent parfois la participation des citoyens, tout simplement. Alors, cette diversité d'expériences, diversité des réalités de terrain, en tout cas, montre que vous êtes un thermomètre précieux au plus près des territoires, qu'il nous faut, bien sûr, collectivement, toujours mieux appréhender dans votre diversité. Alors, la vocation généraliste des conseils de développement et leur statut pérenne doivent être naturellement préservés. Ils permettent de renouveler aussi la démocratie, au sens plein du terme, et parfois aussi la démocratie participative est un chemin vers parfois la démocratie élective. On a souvent vu ceux qui participaient au conseil de développement ensuite devenir élus. Enfin, vous savez, les gouvernements successifs, convaincus de la nécessité d'une démocratie locale et directe de qualité, ont renforcé les conseils de développement depuis leur existence il y a presque 20 ans, puisque je crois que vous allez fêter l'année prochaine, si j'ai bonne mémoire, les 20 ans des conseils de développement, et on sait combien les modalités d'organisation, de composition ont évolué en s'amplifiant en permanence. Alors évidemment, soyez assurés que le gouvernement se pose en partenaire d'une démocratie locale vivante, qualitative et exigeante. Alors bien évidemment, vous avez soulevé, et il y a eu déjà des questions qui ont été posées sur le cadre juridique des conseils de développement. Alors, je voudrais rappeler que, à cet égard, la loi, et quand on relit le texte, je l'ai relu avant de venir vous voir, c'est un cadre très souple pour la constitution de conseils de développement. Un cadre très souple, à la fois en matière de statut et de périmètre. Aussi, le conseil de développement s'organise librement et la loi n'impose aucun statut juridique spécifique. Sur le terrain, on voit bien, n'est-ce pas, qu'il y a soit une absence de statut juridique, soit c'est sous forme associative, comme vous l'avez montré tout à l'heure. Alors, il y a ceux qui voudraient qu'on légifère à nouveau. Ce n'est pas votre cas, je ne crois pas que c'est ce que vous demandez. Mais j'ai entendu ici ou là des demandes qui se sont faites. Moi, je crois qu'il faut faire attention à tout encadrement plus grand par la loi des conseils de développement. Parce que, naturellement, je comprends bien que parfois, ça permettrait de préciser ou d'obliger un certain nombre de choses, mais je crois que la souplesse est aussi la richesse des conseils de développement et qu'il faut surtout chercher à faciliter les relations entre les conseils de développement et les élus plutôt qu'à imposer des choses. On voit très bien ici, Monsieur le Président, cette idée que vous avez concrétisée de nommer un des membres de votre communauté pour être
au fond, le go-between chargé des relations avec les conseils de développement. Moi, je vois dans la région où j'habite, et même dans le département où j'habite, les choses se passent aussi de façon très souple avec la communauté d'agglomération dans laquelle je siégeais, et je siège encore d'ailleurs. On voit bien comment le Conseil de développement, il s'est beaucoup axé sur un sujet. Vous voyez comme quoi tous les territoires ont leurs particularités. C'est le tourisme qui a été, au fond, imaginé, inventé au sein du Conseil de développement et qui a fait aboutir, par sa réflexion, à la création d'un partage entre différentes intercommunalités pour développer le tourisme dans ma région. Alors, dans ma région, c'est le Loir-et-Cher. Il y a des mots comme Chambord, Cheverny, Blois, qui sont des mots qui vous évoquent évidemment des châteaux de la Renaissance et qui font que c'est à partir du Conseil de développement que s'est organisée toute la politique touristique de notre agglomération et de nos châteaux de la Loire. Ça a été un angle. Ils étaient moins généralistes, vous voyez ce que je veux dire. Ils étaient plus spécialisés. Mais donc, je pense qu'il faut vraiment éviter, à mon avis, enfin, c'est plutôt la position du gouvernement, mais on peut en discuter, n'est-ce pas, d'éviter de rentrer dans une organisation trop stricte. Par ailleurs, vous avez évoqué tout à l'heure le non-respect, au fond, de l'obligation qui a été faite dans la loi NOTRe de créer, à partir de 20 000 habitants dans les intercommunalités, des conseils de développement. Nous sommes évidemment tout à fait conscients de cela. Vous venez d'en parler vous-même. Parfois, ça n'est pas par opposition, simplement, parfois, c'est par un manque d'information, vous l'avez dit. Et je voulais vous dire qu'une nouvelle instruction va être envoyée au préfet. Elle est prête, elle va partir prochainement pour leur signaler cette obligation et pour donc qu'ils prennent contact avec les présidents des intercommunalités concernées. Bien entendu, j'insiste là-dessus aussi pour dire que les services déconcentrés de l'État sont également présents pour accompagner les conseils de développement et leur apporter les appuis qu'il leur semblerait nécessaire. Alors, bien évidemment, vous m'avez posé aussi des questions sur comment le gouvernement envisage-t-il l'évolution, au fond girondine, si je puis dire, du droit, entre le droit à l'expérimentation et le droit à la différenciation. Alors on est dans un paradoxe, car j'aime bien dire les choses telles qu'elles sont. Vous entendez parfois des associations d'élus qui parlent de recentralisation. C'est un peu la mode en ce moment, on entend ça. Bon. Alors, au-delà du discours et des postures politiques, bien évidemment, il faut s'interroger aussi sur ce qui est dit. Je crois d'abord que c'est ce gouvernement qui propose d'inscrire donc le droit à la différenciation. Alors c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, dans la Constitution, il y a un droit à l'expérimentation. C'est-à-dire qu'un territoire, une collectivité, peut faire une expérimentation, c'est-à-dire appliquer une politique publique en l'aménageant, et le faire différemment de ce qui se fait ailleurs. La limite de l'exercice du droit à l'expérimentation, c'est qu'au bout de 5 ans, l'expérimentation, si elle est concluante, soit elle s'étend sur l'ensemble du territoire national, soit elle ne peut pas être pérennisée. Donc c'est une faiblesse de ce droit à l'expérimentation, et c'est la raison pour laquelle nous avons inscrit dans la Constitution le droit à la différenciation. Le droit à la différenciation ira beaucoup plus loin. D'abord, ça part d'une idée simple, c'est que nous sommes dans une France qui a beaucoup changé, beaucoup évolué,
et où les territoires se sont diversifiés. Et donc, c'est l'idée de pouvoir adapter, en fonction des réalités locales, l'application d'un certain nombre de décisions ou de politiques, si je puis dire. C'est ce qui permettra, par exemple, prenons des exemples concrets, l'idée que aujourd'hui dans la loi NOTRe notamment, on dit, je prends un exemple qui est très concret, les collèges sont construits par les départements, les lycées sont construits par les régions. Bien, il se trouve que dans certains territoires, pour certaines raisons, parce que par exemple il y a un site commun, eh bien on pourra permettre que certains départements ou certaines régions, peu importe, puissent construire à la fois le collège et le lycée. Le droit à la différenciation, c'est cela. Et puis, c'est donc sur une compétence de collectivités différentes. Et puis, on peut imaginer qu'une même compétence soit appliquée différemment selon les régions. C'est donc, enfin les régions ou les collectivités ou les intercommunalités, etc. C'est-à-dire que le droit à la différenciation, c'est la reconnaissance objective de la diversité du territoire et au fond d'une prise de décision au plus près du terrain. Et ça, si ça s'appelle pas de la décentralisation, je ne sais pas comment ça s'appelle. Voilà. Et il est clair que c'est quelque chose qui est très important et nous espérons qu'avec la reprise du débat en janvier, comme vous l'avez vous-même dit, sur la réforme constitutionnelle, où il y a beaucoup d'autres choses, bien évidemment, que cette réforme constitutionnelle soit adoptée. Il faut qu'elle soit adoptée, et vous savez qu'il y a bien sûr une majorité des 3/5 qui est exigée pour l'adoption de la réforme constitutionnelle par la voie parlementaire. Alors, je suis assez optimiste parce que le droit à la différenciation, si je reviens précisément, est très défendu par le président du Sénat, qui se déplace beaucoup sur les territoires et qui pense que c'est quelque chose de très important que le droit à la différenciation. Bien évidemment, la politique, comment vous dire, au plus près des territoires du gouvernement, elle peut s'exprimer aussi par un certain nombre d'actions. Et je voudrais vous dire comment, par exemple, je travaille sur plusieurs dossiers que le Premier ministre m'a confiés. La Corse, par exemple. Chacun sait que nous avons un territoire qui est une île dans la Méditerranée et une île montagneuse qui, par son histoire, par ses spécificités, a toujours réclamé une reconnaissance particulière de son territoire. Et c'est la raison pour laquelle aussi, dans la révision constitutionnelle, toujours dans ce fameux article 72, il y aura un titre 72-5, un article, 72-5, qui reconnaîtra les spécificités de la Corse. Cette revendication des Corses est très ancienne. C'est ce gouvernement, bien sûr, qui l'inscrit dans la réforme constitutionnelle. Deuxième exemple, l'Alsace. Et je pense que les conseils de développement... alors, je reviens sur la Corse, excusez-moi un instant. Je reviens sur la Corse parce que j'ai eu la chance de travailler dans différents déplacements en Corse. J'ai eu la chance de travailler avec le Conseil économique et social et environnemental de Corse, justement pour faire participer la société civile à ce projet de la Corse. Et donc, c'est très important. Vous avez souligné aussi que vous n'étiez pas les détenteurs uniques de la participation de la société civile. C'est bien, je crois, de le dire, mais en même temps, tout cela montre ce besoin très important de la participation. Sur l'Alsace, par exemple aussi, l'Alsace, vous savez, c'est une autre histoire. L'Alsace, c'est aujourd'hui 2 départements, ça a été une région. La région Alsace a été intégrée dans la région Grand Est.
on ne revient pas sur les débats. Et aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle un désir d'Alsace, c'est-à-dire, au fond, une volonté des Alsaciens, je dis entre guillemets, de créer une collectivité alsacienne. Eh bien, là aussi, le gouvernement accompagne la collectivité, enfin les deux collectivités actuelles, puisque ce sont deux départements, pour faire aboutir leur projet. Je pourrais vous parler aussi du pacte girondin que nous allons signer avec la Bretagne. Je pourrais vous parler des contrats travaillés spécifiquement avec des départements très ruraux comme la Creuse, où il y a évidemment des problèmes aussi spécifiques de très grande ruralité. Tout cela pour vous dire et vous assurer que nous sommes sur une démarche au plus près des territoires et une démarche qui soit à plus grande écoute des habitants de ces territoires et notamment, bien sûr, des conseils de développement. Je pense que les collectivités territoriales ont, d'une manière générale, ressenti avec beaucoup de pression toutes les réformes territoriales qui ont eu lieu ces dernières années. Vous savez qu'il y a eu la réforme en 2010 des collectivités territoriales, puis ensuite les lois MAPTAM et les lois NOTRe, et tout ça a quand même beaucoup touché la réorganisation territoriale de notre territoire, avec, je rappelle très vite, l'obligation à toute commune d'être dans une intercommunalité, puis l'évolution de l'intercommunalité plus récente. Il y a eu les redécoupages des régions, il y a eu un nouveau mode de scrutin dans les départements, une inquiétude sous l'ancien gouvernement qui avait pensé à supprimer les départements et qui finalement ne l'a pas fait et qui, en faisant des grandes régions, a, renforcé finalement les départements. Je crois qu'il y a eu, avec toutes ces lois, des bouleversements qui ont été assez importants et que, au fond, les élus ont besoin d'une pause. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement s'est engagé à ce qu'il n'y ait pas de grandes réformes territoriales dans ce quinquennat. Le président de la République avait mis une seule exception, donc je le dis devant vous, qui travaillait sur les territoires. La seule exception, c'est se poser la question, là où il y a des grandes métropoles, qui couvrent une partie d'un département, est-ce qu'il y a, à l'exemple de Lyon, une volonté locale de rapprochement entre les métropoles et les départements. Vous savez, et quand je dis ça, ça concerne bien sûr les plus grandes métropoles de France, c'est-à-dire 4 à 5 grandes métropoles. Il ne s'agit pas de penser que c'est quelque chose qui peut se passer dans toutes les métropoles françaises, parce que, comme vous le savez, nous avons eu une première vague de métropoles et puis ensuite une deuxième vague de métropoles. Bon, je ne reviens pas sur le sujet, mais là, ça concerne les grandes métropoles. Donc, bien sûr, le gouvernement n'entend pas de faire de grandes réformes, simplement se pose la question de ce sujet et en travaillant, bien sûr, avec les élus locaux sur cette volonté ou pas de réaliser ce rapprochement entre départements et régions. Alors, ça ne veut pas dire, bien sûr, que le gouvernement reste inactif ou n'améliorera pas un certain nombre de lois existantes. On l'a déjà fait, par exemple, avec la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, qui est un sujet très important. Nous l'avons fait sur l'eau et l'assainissement également, pour assouplir, pour donner un peu plus de temps dans les communes rurales pour le passage à l'intercommunalité. Donc le gouvernement est à l'écoute des territoires, à l'écoute, bien sûr, des élus des territoires, mais aussi à l'écoute de ses concitoyens. Et je voudrais vous dire avec, avec conviction que l'État est dans une démarche de respect du dialogue au plus près des territoires et notamment au respect du travail que vous fournissez dans chaque territoire. Alors après, il faut effectivement, comme je l'ai dit à l'instant, que
et comme Madame la députée, membre maintenant d'un conseil de développement l'a dit tout à l'heure, il y a la démocratie participative, il y a la démocratie représentative, c'est très clair, mais ça n'est pas, comment dire, une opposition, c'est une complémentarité très importante que vous apportez au débat public et bien évidemment à cet esprit girondin que vous avez exprimé tout à l'heure. Mais moi qui viens d'un territoire, au fond, le Loir-et-Cher, ça a toujours été la France. Au moment où la France était la plus petite, c'était toujours le royaume de France. Vous voyez ce que je veux dire? Et naturellement, la sensibilité des gens du Loir-et-Cher est différente de la sensibilité des Basques, que j'ai écouté tout à l'heure, ou des Bretons. Moi, j'ai toujours pensé qu'en France, il fallait respecter un équilibre subtil entre l'histoire de notre pays, qui a été longtemps un pays extrêmement centralisé. Maintenant, la France a évolué, la décentralisation est inscrite dans la Constitution, mais en même temps, je sais quand je discute avec les élus, parce que je vais beaucoup sur les territoires, que les élus demandent en même temps toujours un État fort. Quand je dis les élus, pas que les élus, les citoyens également, demandent toujours un État fort. Et c'est ça, cet équilibre subtil de la France, ce mélange tout à fait subtil dont il faut toujours trouver l'équilibre. C'est les libertés locales et en même temps le besoin d'un État qui assure l'équité, l'égalité sur l'ensemble du territoire. Et ça n'est pas toujours évident aux yeux de tout le monde, ça n'est pas toujours facile à réaliser, mais en tout cas, c'est ce à quoi je m'attache personnellement, parce qu'on dit toujours qu'il y a toujours chez les Girondins un petit reste de jacobinisme qui sommeille, et je crois qu'il faut donc trouver toujours cet équilibre, et avec la participation de tous les citoyens, et donc de ce que vous faites dans les conseils de développement, ce dont je vous félicite. Et puis je suis là, peut-être, enfin, je suis là aujourd'hui. Je serai là éventuellement pour continuer à vous accompagner. Je vous remercie. Merci beaucoup. Madame, si vous voulez bien nous accorder encore quelques instants, vous pouvez aller vous asseoir si vous le souhaitez entre les deux coprésidents. Alors, on avait, si vous êtes d'accord, 2-3 questions pour vous dans la salle. Je vais me retourner vers Marie-Claude Malhomme du Conseil de développement de Metz Métropole. On va vous donner le micro, ne bougez pas, restez ici. Donc, je vais vous donner un micro, madame. Donc, Marie-Claude Malhomme, vous êtes au Conseil de développement de Metz Métropole et vous aviez donc une question pour madame le ministre. Madame la ministre. Merci. Pardon. Madame le ministre, bonjour. Bonjour. Votre collègue ministre, madame Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, lance actuellement une consultation citoyenne sur le vieillissement de la population. Donc, ma question est simple. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de solliciter la coordination nationale des conseils de développement sur ces consultations nationales, sachant que les conseils de développement réfléchissent à ces questions, ont déjà en magasin travaillé sur ces questions et peuvent apporter, comme vous l'avez dit tout à l'heure, leur contribution, leur enrichissement à ces questions. Merci, Madame la Ministre. Merci beaucoup, Marie-Claude Malhomme. Madame la Ministre. Oui, Madame, merci beaucoup pour votre question. Ça me semble effectivement de bon sens, surtout que vous avez déjà beaucoup travaillé sur ce sujet, me dit-on, me souffle-t-on à l'oreille. Ça n'est pas du tout compliqué. Je vais transmettre ce message à Agnès Buzyn. Elle cherche effectivement à avoir la plus de participation possible. Donc, comptez sur moi, ce sera fait, Madame. Merci beaucoup. Alors, une deuxième question, Dominique Lempereur,
Je ne le vois pas. Voilà, il faut qu'il se lève. On va vous donner le micro. De l'autre côté, le micro arrive. Vous êtes donc du Conseil de développement Sorgue du Cantal, pardon, et vous avez, vous aussi, une question pour Madame la Ministre. Madame la Ministre, bonjour. Oui, j'avais une question, mais vous avez grandement répondu tout à l'heure un peu à nos angoisses. Mais je voulais juste quand même poser une question un petit peu différente. C'est que je suis Rapprochez le micro. Pardon, excusez-moi. C'est que je suis dans une communauté de communes. Oui. Je suis le seul conseil de développement de mon département. Comment ça se fait que les grandes villes, qui sont 3 fois plus grandes que celles où je suis, n'ont pas de conseil de développement? Ben, oui, on a déjà dit tout à l'heure, parfois il y a une méconnaissance, parfois il faut bien reconnaître qu'il y a aussi d'autres formes de consultation participative. Par exemple, dans les grandes villes, vous avez des comités de quartier, vous avez différentes formes participatives qui s'organisent. Et donc, peut-être que les élus ne pensent pas à créer de conseils de développement. Je ne sais pas comment vous faites dans vos relations avec les élus, les grandes mairies, etc. Mais je suppose qu'en les sollicitant, ça ne posera pas. Vous avez, par exemple, souvent dans les grandes villes, vous avez aussi ce qu'on appelle des conseils de sages, qui sont aussi de la comment dire, démocratie participative. Je pense que, mais ça revient un petit peu sur l'idée que j'ai développée tout à l'heure, il y a tout un foisonnement au fond sur les territoires assez spontané de participation des citoyens. Je pense qu'il faut laisser vivre tout cela, ce qui n'empêche pas de défendre votre cause, bien évidemment, et de rappeler, mais je vous ai dit, il y aura voilà, le rappel une à la circulaire loi qui va être envoyée. C'était votre question à l'origine sur ce rappel à la loi nécessaire pour les conseils de développement qui n'auraient pas encore été créés. Une dernière question, c'est Ghislaine Mazarin du Conseil de développement de Centre Martinique. Oui, bonjour Madame la Ministre. Représentante du Conseil de développement Centre Martinique, territoire insulaire, membre de la coordination nationale. Voici la question que nous vous posons. Bien qu'en grande partie, dans votre discours, vous avez donné des éclairages par rapport à cette question. Comment, selon vous, pour enrichir vos travaux, pourrions-nous vous faire partager les avis éclairés des citoyens de nos territoires portant sur des domaines aussi diversifiés que le maritime, l'agricole, l'écologie, la mobilité et tant d'autres, à la lumière d'une culture raisonnée du risque naturel? Oui, bien sûr. Alors, il se trouve que je connais un petit peu la Martinique et que je connais bien donc la spécificité de votre territoire. Il est évident que les conseils de développement sont une manière aussi, par votre travail, de faire remonter au ministre de l'Outre-mer notamment, puisque vous avez aussi un ministère particulier. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez participé aux Assises des Outre-mer. Il y a eu un grand mouvement qui a été lancé pendant plusieurs mois, et je suppose que les conseils de développement y ont participé. En tout cas, les Assises de l'Outre-mer étaient une démarche totalement participative qui a permis, en tout cas moi j'ai assisté aux conclusions à Paris de ces assises et elles ont permis effectivement d'enrichir la réflexion dans beaucoup de domaines, y compris dans le domaine environnemental. On sait très bien quels sont les sujets actuels. Par exemple, au gouvernement, nous avons été très sensibilisés au problème de l'invasion des sargasses en Martinique, qui est un vrai sujet environnemental. Il y a aussi tout ce qui touche, là je ne vais pas dire le nom, mais au traitement des bananes, au chlordécone, merci. Voilà, qui est un sujet très très important. Et bien évidemment, je pense que les citoyens des conseils de développement doivent pas se saisir, puisque je sais que vous l'avez déjà fait, mais continuer de se battre sur ces sujets très importants. Et faire remonter leurs réflexions et leurs travaux. Mais, merci beaucoup.